Quand je parle comme ça, c'est suffisant pour être compris? Super. Très bien. Donc, les premiers informés des bêtises que nous disons, c'est nous. Avec un petit problème derrière, qui est que c'est pas parce que nous disons des bêtises que nous le savons. Et c'est pas parce que nous entendons les bêtises que nous disons que nous sommes persuadés que c'en est pas. La plupart du temps, lorsque nous énonçons n'importe quoi, c'est que nous sommes persuadés d'avoir raison. Sinon, on ne le dirait pas. Voilà, grosso modo, une façon ordinaire de fonctionner. Ça fait partie de notre façon de rentrer en relation avec les autres. Il y a un deuxième problème, c'est que nous passons grosso modo 90-95% de notre existence à raconter, je dirais pas n'importe quoi, mais presque. C'est-à-dire nous adorons faire du bruit avec la bouche, mais qui n'a pas forcément du sens. Nous adorons bavarder les uns avec les autres, et la plupart du temps aussi, nos échanges verbaux servent à nous rassurer sur notre existence. Je parle donc je suis. Et les gens à qui nous parlons se rassurent sur leur existence aussi, en nous informant qu'effectivement ils vont bien ou ils vont pas bien, enfin bon, tout ça, le temps qu'il fait, etc. Bon, nous ne sommes donc pas ici pour faire la même chose, mais plutôt pour essayer de comprendre d'une façon un petit peu plus philosophique que d'habitude, virgule, je dirais même plus, un petit chouïa épistémologique. Qui ne connaît pas le mot épistémologique que je viens d'envoyer, s'il vous plaît, messieurs, dames? Vous, monsieur? Pas bien. Pas bien. Qui? Christian? Je ne connais pas. J'en ai entendu parler, mais... Épistémologie? On Oui. nous explique. Voilà. Voilà. C'est ce que je dis de temps en temps quand je rentre chez moi chez ma femme, n'est-ce pas, puisque je vis avec ma femme. Et quand je rentre, je lui dis, et puis épistémologie. Mais bon, c'est confidentiel. Ne prenez pas ça pour une chose intelligente. Je ne pense pas que ça marche. Épistémologie, grosso modo, ça signifie théorie de la connaissance. C'est pour ça que les philosophes se sont appropriés la chose pour en faire un sujet de plus. Dans les cours de philosophie, comment est-ce que nous fabriquons notre connaissance? Alors je vous propose d'essayer un petit exemple. Imaginons que vous êtes là, ça c'est pas difficile, c'est ce qui est en train de se faire. Et puis moi j'ai un problème à régler et comme vous êtes beaucoup, eh bien vous allez m'aider à le régler avec notre charmant langage courant pour voir s'il marche. Hein? Comment ça marche? C'est ça notre propos de ce soir. Alors comment ça marche? Mon problème actuel, j'ai bien cherché et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre finalement ce qui me sépare d'un animal. Enfin, quand je dis moi, il s'agit de vous aussi, bien sûr, par extension, mais qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Ben, on parle tout le temps. Pardon? On parle tout le temps. On parle? Ah oui. Ouais, on parle. Voilà. On parle. C'est effectivement ce que nous savons faire et que les animaux ne savent pas faire. D'ailleurs, le chien ici présent ne me contredira pas.
Parce que le chien ici présent, il entend du bruit, lui. Mais il n'entend pas du sens. Ça viendra Ça dépend des cas. Pardon? Ça viendra en grandissant, c'est un grand chien, il aura compris les sons. Je ne suis pas d'accord. Pardon. Quand on lui dit coucher, il comprend très bien. Alors, s'il y en a deux qui parlent en même temps, je n'en comprends plus rien. Donc, je serais incapable de... Donc tu es un animal. Tu comprends pas. Le fait que je ne te comprenne pas, mon cher, ne signifie pas que je suis un animal. Un animal ne comprend pas. Tu comprends pas le sens de ce qu'on est en train de dire. Oui, mais moi, il y a aussi que, vu que je suis appareillé, et pour pouvoir comprendre, et avec l'acoustique d'ici, j'ai beaucoup de mal à trier dans ce que vous dites. Donc... Sans parler un par un. Alors, j'ai une problématique de taxon. Il y a, ça dépend des écoles, 5 à 6 règnes. Donc nous, on est a priori dans le règne animal. On n'est pas dans le règne végétal, on n'est pas des champignons, on n'est pas des bactéries, etc., des algues. Bon. Donc, ce qui, à mon avis, pour répondre à votre question, est un critère qui nous distingue des autres animaux, c'est peut-être la conscience réflexive, qui est partagée par très peu. Il y a l'orque, je ne dis pas de bêtises, l'orque, le dauphin, les grands singes, il y en a 3 sortes. Il y a aussi la pie, et il y a l'éléphant. Mais moi, donc, ça ne donne pas beaucoup d'animaux qui, avec nous, sont capables de se regarder dans un miroir et de dire ceci est moi. D'accord. Donc, s'il y a tant d'animaux qui partagent avec nous la conscience réflexive, et réciproquement, c'est qu'il ne s'agit pas d'une distinction radicale. Il s'agit de, grosso modo, des animaux que nous considérons, nous, comme les plus évolués après nous. Bon, d'accord. Les gens qui ont travaillé le sujet de façon réfléchie ont trouvé qu'une caractéristique de l'être humain, au lieu de vous la dire, je vais vous la montrer. Voulez-vous bien me serrer la main, monsieur? Merci. Vous voyez, il le fait très bien. Vous avez vu? J'ai fait du bruit avec ma bouche, il a compris, et il a répondu. Parce qu'il parle la langue française. Pardon? Parce qu'il parle français. Et moi aussi. Oui. Nous sommes deux à parler français, nous sommes deux à essayer éventuellement de vouloir nous comprendre, mais surtout nous sommes capables de comprendre, et lorsque je fais là du bruit avec la bouche, s'il y avait un Chinois ici qui ne parle pas français, ça ferait comme le chien, pareil. Ça ferait du bruit, mais ça ne ferait pas de sens. Pour monsieur qui, à mon avis, n'est pas chinois, ça fait du sens parce qu'il a appris à parler français comme moi. Et comme ça a du sens, le bruit que je fais pour lui, ça le bouge. Il se lève, il me serre la main, et grosso modo, il est capable de faire ce que je lui ai proposé sans grand problème. Voilà ce qui nous différencie réellement des animaux. On laisse tomber le cas des chiens qui réagissent à des signaux comme pas bouger, par exemple. Une fois qu'on leur a dit 4000 fois pas bouger, ça finit par marcher. Mais là, je n'ai pas eu besoin de 4000 fois pour... Mais, comme nous le disions tout à l'heure, monsieur n'est pas un chien. Enfin, que je sache. Quand on écoute certains sketchs de Raymond DeVos, on sait que la limite, parfois, est un peu fluctuante. Bien. Donc, voilà une affaire à peu près réglée, sauf que ce n'est pas réglé pour tout le monde. Vous êtes ici une compagnie de gens instruits, de gens que le sujet d'Aristote ou la philosophie préoccupe un petit peu, ce qui signifie une certaine élite, n'est-ce pas? Pas de fausse modestie.
Combien de gens actuellement sur le territoire français ont-ils entendu parler d'Aristote? Et combien, ayant entendu parler d'Aristote, savent ce qu'il a dit? Et dans ceux qui savent ce qu'il a dit, qui l'a compris? Mon temps diminue au fur et à mesure que je pose les questions, là, n'est-ce pas? Bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet grec. Le vif du sujet grec, c'est qu'en 340 avant Jésus-Christ, vous avez une idée de ce que c'était que la Grèce? Oui. Les États-cités. Voilà. Un certain nombre de villes qui étaient dirigées chacune par un tyran local, autrement dit un chef de bande, qui avait suffisamment de mercenaires à sa disposition pour pouvoir imposer sa loi à lui. Tout ça, ça s'était fabriqué sur la base d'une population de marins et de marchands, principalement. Et les marins et les marchands de l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient comme occupation principale? Faire de l'argent par tous les moyens et en profiter par tous les moyens. Et pour que ce soit plus rentable, le premier moyen qui existait, c'était trouver des esclaves et les vendre et faire du commerce, etc. Ça swing. C'est amusant la psychologie, au moment où on parlait de trouver des esclaves, c'est une petite joyeuse. Côté les hommes. Non mais j'aurais jamais, merci Laura, j'aurais jamais imaginé arriver à faire swinger cette conférence. Magnifique. Bien. Et donc la caractéristique des esclaves, voyez-vous, c'est que dans la Grèce ancienne, les esclaves, c'est rien. Ça n'existe pas. C'est corvéable à merci, exactement comme les esclaves jusqu'au 5e ou 6e siècle sur notre beau sol gaulois. C'est du bétail, quoi. Pardon? C'est ça le statut du bétail. C'est du bétail, mais qui sait parler. Voilà. Mais c'est bon, c'est la seule chose qui le différencie du bétail. En effet. Mais ça peut se vendre, ça peut s'acheter, ça ne se mange pas, à la différence du bétail. Et imaginez dans ce décor-là, depuis 500-600 avant Jésus-Christ, ça a commencé, il y a des gens qui pensent, qui se mettent à penser, qui se mettent à réfléchir, qui se mettent à écrire, qui se mettent à penser, qui pensent. Parce qu'il y avait des esclaves pour les servir. Absolument. Parce que pour arriver à penser, il faut avoir le temps. Parce que l'activité qui consiste à se rouler les pouces fait aussi marcher le cigare là-haut. Ah si, monsieur le fait très bien. On voit monsieur là, un entraînement d'enfer. Bravo, bravo monsieur. Bravo. Non, il y a effectivement une relation de cause à effet direct entre l'oisiveté, qui par ailleurs est la mère de tous les vices, comme on le sait, et la philosophie. De là à penser qu'il y a un lien entre les deux, je vous laisse le faire. Moi, je ne le ferai pas. Autrement dit, je ne le dirai pas, même si je l'ai déjà dit. C'est pratique, hein, vous voyez, je ne le dirai pas, même si j'ai déjà dit. C'est fou, ça. Hein. En même temps, par rapport à ce que vous dites, quand Platon se retrouve dans la mauvaise situation d'être un esclave, même si c'est peu de temps, ça change son regard philosophique, et ses écrits d'après sont différents de ses écrits d'avant. Donc c'est intéressant aussi de comprendre le passage à la vie d'esclave dans le monde des philosophes. Oui, mais effectivement, toutes les vies de tous les philosophes n'ont pas été absolument roses.
Et ça a posé certaines questions à certains qui consistaient à se demander ce qu'ils faisaient là. Et pourquoi ils étaient en train de souffrir alors que d'autres se roulaient les pouces, etc. etc. Voilà. Ça fait partie des questions existentielles qui ont habité la philosophie dès le départ. Et le Platon en question, d'ailleurs, n'était pas dupe de cette histoire, puisque Platon, qui probablement devait avoir un petit côté dépressif multiplié par un ego magnifique, a commencé à réfléchir un petit peu au-delà du monde ordinaire et s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait que moi, homme, je pense comme ça? Alors que quand je regarde mes concitoyens, vraiment, c'est pas terrible. Les esclaves, on n'en parle pas. Les femmes, c'est pareil que les esclaves, donc on n'en parle pas, ça vote pas non plus. Et puis, c'est comme ça, c'est Christian. On n'a pas toujours vécu sous Macron, hein, voilà. Et donc, il y avait tout un tas de gens, grosso modo 95%, qui n'existaient pas, mais qui travaillaient pour ceux qui faisaient de la philosophie et qui réfléchissaient comme Platon. Et Platon, un jour, s'est dit, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, tiens, il ne faut pas que je fasse ça parce que ça fait du bruit dans le micro, hein. J'ai compris. Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, quand je vois tout ce monde-là qui n'existe pas et qui travaille pour moi, c'est magnifique, mais je pense, j'ai un certain nombre d'idées sur tout ce monde qui m'entoure, je comprends ce qui se passe. Je comprends ce qui se passe. Nous vivons tous une vie absolument épouvantable, mais quand je rentre à l'intérieur de ma merveilleuse boîte crânienne, qui est habitée de temps en temps par un certain nombre d'idées totalement magnifiques, d'où ça sort? Comment se fait-ce? C'est pas un gros mot, hein. Comment se fait-ce? Je suis habité par les dieux. Je reçois mes messages directement de Dieu. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein. François Mitterrand, c'était pareil, hein. Un certain nombre d'autres aussi, d'ailleurs, mais lui était un des plus célèbres. Donc. Et voilà, la philosophie a commencé comme ça. Les philosophes, qui étaient entre eux, pas beaucoup, se sont dit, c'est chouette, on a la pensée, la science infuse, d'ailleurs ça vient exactement de là, nous sommes infusés par la science divine, et notre mission consiste à répandre la parole des dieux sur cette planète. Bon, entre-temps, il faut bosser un petit peu, parce qu'il faut qu'on comprenne, déjà, tout ce qui se passe là-haut, et puis ensuite, il faut qu'on trouve des moyens de l'expliquer à des gens, certains s'en foutent, mais d'autres ça intéresse. Donc, Platon, lui, s'est mis à penser aux idées. Je ne vous raconte pas le mythe de la caverne, mais grosso modo, ça revient à dire « Nous ne voyons de ce pauvre monde qu'une image pas terrible. » C'est un peu navrant. Voilà. En revanche, lorsque nous plongeons dans notre merveilleux esprit, qui est capable de recevoir la pensée des dieux, alors là, nous avons accès à un monde magique, le monde des idées, le monde de l'imagination, le monde des mots. Nous sommes en plein dans notre dimension magnifique d'hommes qui parlent, qui pensent, et qui reçoivent les messages des dieux en direct. Voilà. Bon, après, dans l'histoire, les prêtres ont fait pareil avec le bon Dieu, mais à l'époque, c'était ça. Je vous rappelle que Platon a eu un élève célèbre qui s'appelle Aristote. Et l'Aristote en question, lui, il détestait les mathématiques,
Mais en revanche, on lui avait infligé ça à l'école, beaucoup. Et les idées abstraites du Platon, il trouvait ça très bien quand c'était lui qui écoutait les cours, mais enseigner comme Platon les idées absolues, ça ne lui plaisait pas du tout. Lui, ce qui lui plaisait, c'était de faire des inventaires. Des inventaires. On va inventarier les bestioles, on va inventorier les cuillères, les fourchettes ou n'importe quoi, et s'est mis à faire des catégories, à ranger les choses, les gens. Il s'est arrêté là. Nous, depuis, on sait qu'il y a des événements aussi qu'on peut classer. On va un petit peu au-delà des gens. Et puis ceux qui vont encore un petit peu plus au-delà font de la psychologie maintenant, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et des autres. Et puis ils classent aussi. Ils font des classifications. Ils font des catégories. Ça s'appelait des catégories chez Aristote. Et alors nous, on a pris un maximum de plaisir à faire des catégories. Quand je dis nous, c'est évidemment nos prédécesseurs, ceux qui sont morts. Et à tel point qu'on a fini par donner à ceux qui passent leur vie à faire des catégories mentales comme ça, le nom de sclérose des catégories. Un joli nom, hein. Voilà. Et la sclérose des catégories est une de nos maladies préférées. Ça se traduit par des mots dans notre langage courant du genre « tais-toi, j'en ai ras-le-bol, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Voilà, c'est mes catégories à moi, on marche comme ça et basta. Très fréquent ça, très très fréquent. Bon, certains préfèrent le consensus et la discussion, j'entends bien. Mais la sclérose des catégories, elle fonctionne comme ça. Je pense comme ça, donc ça doit être comme ça. Les catégories, ceci par rapport à l'époque, parce que Aristote écrit d'où vient la pensée. Ah, j'entends que lorsque je pense, mon cœur bat. Donc là doit être le centre de la pensée. Alors quelqu'un lui demande, oui, mais alors, et ça, qu'est-ce que c'est? Et il dit, j'ai remarqué qu'un liquide coule du nez, donc probablement d'une sorte de, on va traduire aujourd'hui, de radiateur. C'est intéressant comment il fabrique ces catégories par observation. Oui, c'est ça. Donc il fabrique ces catégories à partir de son intelligence, à partir de ses idées, il fait des déductions. Et c'est là où ça devient vraiment passionnant, c'est que Aristote, avec juste raison, se dit « Si moi, qui suis un des penseurs les plus géniaux de ce temps, voire même, ça c'était pour dire, pas le meilleur, mais un des meilleurs. Hein. En fait, à l'époque, il était tout seul à être le meilleur. Et moi qui suis le plus génial de ce temps, forcément, ce que je pense, ce que je dis, ce que j'exprime, c'est vrai. Et en cela, les autres lui donnaient raison, puisque de toute façon, il était tout seul à comprendre ce qu'il disait, c'était difficile à contredire. Mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a aussi que c'était un discours vachement construit. Et il avait gardé de ses études universitaires avec Platon, et pour avoir aussi beaucoup travaillé Pythagore, on lui avait fait rentrer à coups de pied dans la tête un certain nombre de principes mathématiques. Le premier principe mathématique, vous le comprendrez sans doute, ça s'écrit 1 égale 1. Les mathématiciens disent à juste titre que les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus simple sur Terre. 1 égale 1, c'est la base des mathématiques.
Alors après, c'est chouette parce qu'on peut dire 2 égale 2 aussi. Et puis on peut faire ça avec tous les nombres premiers. À l'époque, rappelez-vous, on y était tous, hein, mais rappelez-vous, il n'y avait que des nombres entiers. Alors après, on peut faire des finesses. On peut dire 2 égale 1 plus 1. Ce qui est quand même super, ça marche à tous les coups. Pourquoi ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups parce que nous sommes dans le royaume de la pensée pure. C'est-à-dire, nous, on ne se préoccupe absolument pas de savoir s'il y a une correspondance dans le réel. Pas du tout. On s'occupe de travailler avec un stylo ou un crayon, une feuille de papier et ça. Voilà. On n'a même pas besoin de conscience corporelle pour faire des mathématiques. Je vous préviens, si vous détestez la conscience corporelle, faites des mathématiques. Vous serez totalement satisfait. Exactement comme Platon, qui a vécu une vie fabuleuse, tout simplement parce qu'il était, comment dirait-on, cérébralisé, n'est-ce pas? Cérébralisé. L'hypertrophie du ciboulot. Et puis dessous, rien. Bon, pas grave. Oui. Pardon? Oui, Platon, c'était vraiment rien de ça. Parce que son vrai prénom, c'est Aristoclès, et en fait, on l'appelait Platon parce que ça veut dire qu'il y a un coffre. Il parlait, il va y avoir quelqu'un qui haranguait les oui, filles. mais il n'était pas tellement bien dedans, manifestement. Bon. Non, c'est... D'ailleurs, Aristote a récupéré l'affaire à sa façon, puisqu'il a énoncé, il était bien placé pour avoir étudié avec Platon, mais il était bien placé aussi de son point de vue pour dire que, eh bien, finalement, un homme, c'est quoi? C'est un animal qui pense. Voilà. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Nous fonctionnons comme des animaux, à bien des égards. On mange pareil, on fait l'amour pareil. On fait des enfants à peu près pareil. Enfin, bon, on est tous des mammifères, sauf les insectes, les fleurs et les oiseaux, n'est-ce pas? Et bon, on a plein de points communs avec les animaux, c'est ennuyeux ça. Donc nous avons quand même la pensée pure qui nous différencie des animaux et qui nous rend presque l'égal des dieux. Pas loin, mais pas tout à fait quand même. Il manque un petit peu la petite question de l'éternité. Pour les dieux, ça marche, mais alors pour les hommes, c'est déjà plus dur. Ça marche pas. Quand on descend du monde des dieux pour arriver dans le réel, c'est plus difficile, le coup de l'éternité. Et là, on se rend compte que c'est aussi ce que les hommes partagent avec les animaux, le fait de mourir. C'est un aspect incontournable. Bon. Et puis, Aristote, dans son magnifique travail d'investigation, a commencé à réfléchir en disant moi quand j'écoute les gens parler, c'est bizarre, je sens des choses qui se répètent, des structures qui se répètent. Il faut que j'étudie ça. Et puis il s'est dit, bah oui, mais j'ai pas les moyens d'étudier ça. Et puis il y a quand même quelque chose qui nous ennuie, nous les philosophes, c'est quand même que dans ce monde qui nous entoure, c'est un bazar immonde. Nous, on est passionnés par la République, l'égalité entre tous ceux qui existent. Je ne parle pas de ceux qui n'existent pas. Pas tout mélanger.
Ah non, non. Non, non. Les gens convenables, quoi. Le petit cercle des initiés, c'est ça. Là, on peut mettre un certain nombre de choses en commun, ça va. Mais sinon, non. Et puis, ils voyaient que leur ville était dirigée par des tyrans, des mafieux, des mercenaires. Et ils disaient, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est quoi? Et l'idée d'Aristote, c'est de dire, voilà, notre façon de parler, c'est n'importe quoi. La nôtre aussi au quotidien, parce qu'on n'a pas changé. Nous fonctionnons exactement avec notre langage courant, comme les gens du temps d'Aristote ou de Platon ou Anaxagore, avant, etc. Les techniques, il y en a plein, partout. Mais notre façon de penser et de parler au quotidien, c'est pratiquement la même. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Pourquoi notre façon de penser et de parler ne bouge pas plus que 3 fois rien? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait des pourcentages? C'est-à-dire que du temps de la Grèce, il y avait tant de pourcents d'individus qui étaient, on va dire, au sommet de la pyramide de Maslow, qui se posaient des grandes questions. Par l'idée d'Anaxagore, on pense à l'un et le multiple, on est dans des grands questionnements. Mais là, si on regarde avec 7 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a aussi, à mon avis, le même pourcentage de gens qui en sont à se dire, bon, j'ai la nourriture tous les jours, la vie est belle, et je me pose ces questions essentielles. Donc, à mon avis, on est dans la même courbe, mais en termes de pourcentage, c'est égal, mais en termes de fluctuation, ça me paraît différent. Oui. Il l'a bien dit, hein. Bravo. Super. C'est vrai. Cela dit, l'idée d'Aristote, c'était de dire, mais finalement, si ça se trouve, c'est notre façon de parler, qui est complètement bazardeuse, n'importe quoi, qui fabrique que nous avons des gouvernants qui pensent et qui parlent en langage courant, et du coup, voilà le travail. Alors que nous, les philosophes, et moi en particulier, je vais étudier le langage pour en tirer des lois, et puis on les appliquera à tout le monde, comme ça marchera beaucoup mieux. C'était pas complètement idiot, c'était même assez génial. Donc je vais retirer ma grille d'ici. Et je vous présente, au cas où vous auriez oublié, ou que vous ne le connaîtriez pas, le travail d'Aristote. Enfin, un tout petit bout de son travail considérable. Vous vous rappelez de 1 égale 1 tout à l'heure. Et là, nous avons quand même une pensée franchement divine qui, brusquement, se révèle à nos yeux ébahis. De l'idée mathématique que 1 égale 1, ce dont tous les mathématiciens étaient d'accord, donc c'était dans l'ordre, Aristote dit « tout ce qui est, est ». Là, moi je trouve que j'ai tout compris. Hein, parce que de là, effectivement, sort l'idée que tout ce qui est vrai, c'est vrai. Tout ce qui est faux est faux. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, il n'y a pas moyen de confondre. Là, c'est clair, on voit bien clair comme il faut, on ne se trompera plus. Tout le monde est d'accord là-dessus? Là, c'est bon? Suivez? Hein?
Parfait. Donc là, on sait où on en est. On sait le faux, le bon, le mauvais, etc. C'est bien rangé. Et ça suppose qu'il n'y a pas de subjectivité dans le fait qu'on décide que quelque chose est mauvais ou que quelque chose est bon. C'est-à-dire ce qui est mauvais pour tous, c'est mauvais pour tous. Exactement. Parce que je vous rappelle que la pensée d'Aristote consiste à établir pour l'humanité, pensante, pas les autres, mais des principes d'existence éternels, puisque divins, valables pour tout le monde, puisqu'on est tous des hommes, n'est-ce pas? Je ne parle pas des femmes à l'époque, il n'y en a pas, et qui soient toujours valables. C'est ça le problème d'Aristote. C'est je veux laisser mon intelligence produire un système tellement général, tellement génial, que l'humanité se souviendra de moi à jamais. Il a gagné. Il a parfaitement bien réussi. La première loi est fantastique, vraiment. Tout ce qui est, est. Si je suis un petit peu mauvaise langue, je vais dire aussi tout ce qui n'est pas, n'est pas. Et là, ça commence à se gâter, tout de suite. C'est très ennuyeux. Mais vous avez raison. Le principal problème des formulations d'Aristote, il est là et il est là. On dirait que j'ai oublié de mettre ça en rouge. Mais c'est très bien que j'ai oublié. C'est très bien parce que notre premier gros problème, c'est vraiment le verbe être. Dans notre langage courant, le verbe être, nous l'employons tout le temps. Tout le temps. Démonstration. Qui êtes-vous, monsieur ? Pardon ? Oui, je comprends très bien. Madame, qui êtes-vous ? Un être humain. Madame est une être humaine, pardon. Ah, on fait. Ah, c'est pas terrible, d'accord. Non, Donc, pas bien. Madame est un être humain, très bien. Monsieur, qui êtes-vous ? Je suis. C'est ça. Vous êtes ? Je suis. Dès l'instant où on est toujours dans le verbe être, en fait. Enfin, en français, parce qu'en russe, on n'utilise pas. Mais... Oui, en anglais, ça marche très bien aussi. Monsieur, On peut tricher, ouais, on peut dire j'ai la vie. vous êtes ? J'ai la vie. J'ai la vie ? Oui, je suis vivant. Ah, Ouais. je suis. Ah, très bien. Je suis vivant, très subtil, il y a un verbe être dedans aussi. J'ai Hein. la vie. Jean de Christiane, qui êtes-vous, cher ami ? Je me pose la question depuis ma naissance. Pardon ? Je me pose la question depuis ma naissance et je n'ai pas avancé d'un iota. Eh bien voilà, une autre conséquence du virus Aristote. Vous vous rendez compte, Madame se pose depuis sa naissance, se pose à elle-même, une question à laquelle elle-même n'a jamais répondu. C'est quand même navrant. Oui, mais Christiane n'a pas été piégée parce qu'elle n'a pas dit je suis. Elle a répondu je me pose, donc elle a écrit le verbe être. Oui, mais Christiane est du genre à se poser des questions, elle vient de nous le dire. Mais elle se pose des questions à qui ? Et, J'ai aucune réponse. en plus, moi quand je me pose des questions, je ne me réponds jamais. Vous vous rendez compte ? T'es pire que moi. Ça, c'est assez effrayant. Je vais vous faire une petite démonstration avec votre permission, parce que nous rentrons là dans un domaine où nous voyons se déployer la logique d'Aristote d'une façon quasi merveilleuse. Je vous présente un petit extrait de notre langage courant. Je me rends compte que je me suis trompé parce que je ne me sentais pas bien.
Et je me demande comment je vais me sortir du pétrin dans lequel je me suis mise. Ah oui. Je pense que comme moi, vous avez besoin d'une petite traduction, donc je vais vous la faire. Je me rends compte, ça veut dire en français, je rends des comptes à moi. Donc là-dedans, je fais la supposition qu'il y a moi et je, n'est-ce pas? Donc, je me croyais tout seul, mais nous sommes deux, déjà. Continuons un petit peu. Ça, c'est le truc qui me gêne au début. Je me rends compte que je me suis trompé. Ah, je a trompé me. Je a trompé moi. Vous vous rendez compte? Je rendais compte à moi parce que je a trompé moi. On est bien parti là. On est bien parti. Et pourquoi? Parce que je ne sentais pas bien moi. Ça se gâte. Quand je ne sens pas bien moi, je trompe moi et ensuite lui rendez compte. Je ne sais pas si vous percevez le génie de cette logique, mais moi je m'esbaudis. Et je demande à moi, comme faisait Christiane tout à l'heure, comment je vais sortir moi du pétrin dans lequel je a mis moi. Et vous vous rendez compte? C'est comme ça que nous pensons tout le temps. Et nous ne sommes pas tout seuls. Je me demande si je vais aller me promener tout à l'heure. Bah oui, mais qu'est-ce que je me réponds? Moi, j'en sais rien. Oh bah tu pourrais savoir. Bah oui, mais quand je te pose des questions, tu dis jamais rien. Oh bah c'est normal, si j'ai pas envie, je dis rien. Non mais... Ça vous dit rien, ce genre de... Ce que je suis en train d'expliquer ressemble d'assez près à une schizophrénie clinique. Ben oui. Et comme je disais tout à l'heure, je crois en démarrant, c'est nos propres oreilles qui entendent nos bêtises d'abord. Or, nous sommes équipés, dans notre Ford intérieur, n'est-ce pas? Nous sommes équipés d'une petite fonction mentale, plusieurs petites fonctions mentales, que je nommerai la fonction croyance. Nous sommes équipés pour croire absolument n'importe quoi, pourvu que ce soit à peu près bien présenté. Soit par moi, si ce sont mes propres oreilles qui entendent, soit par quelqu'un d'autre. Par exemple, je pourrais imaginer d'aller conter Fleurette à Laura en lui disant à quel point je la trouve délicieuse, ravissante, et suivie d'une demi-heure de déclaration d'amour. Elle ne résistera pas, c'est clair. Enfin si, parce que je la connais bien, si, elle résistera, mais officiellement pour les besoins de la cause, hein, Laura, voilà, donc, une demi-heure tu résisteras pas. Voilà. Vous voyez, je l'ai convaincu facilement. C'est terrible, c'est terrible. Regardez, c'est pas compliqué à comprendre. Périodiquement, nous avons ici, dans notre beau pays de France, des élections. Et avant les élections, il y a un temps qui est destiné à permettre à des gens qui essayent d'être convaincants de nous convaincre. Voilà. Et dans le mot convaincu, il y a vaincu. Voyez-vous? Bah oui. Mais c'est comme ça que fonctionne notre système croyance. Quand je suis convaincu par ce que je dis, j'y vais. Et quand je suis convaincu par ce que je pense, même quand je ne le dis pas,
j'y vais aussi. Et quand des gros panneaux sur les murs me convainquent que la meilleure chose que j'ai à faire de mon argent, c'est d'aller le jouer au loto, j'y vais. Et comme je perds, après je recommence, parce que je crois que la prochaine fois, ça sera mieux. Alors que chacun sait que les jeux sont faits pour être totalement truqués et rapporter de l'argent plus que pour en faire gagner. Ça, tout le monde le sait. Mais nous sommes aussi bâtis d'une façon, nous les petits humains et les petites humaines, pour ne pas forcément croire les trucs raisonnables. Oui, mais mathématiquement, il y a forcément un certain nombre de gagnants. Je ne sais pas, dans la totalité au niveau des mathématiques des grands nombres, si je serais, par hasard, dans les gagnants de cette fois-ci ou pas. Alors même si c'est une fois dans ma vie, quand j'aurai 110 ans, mais ce sera à ce moment-là. C'est l'immense attrait des mathématiques. Oui, statistiquement. Et c'est... On est longtemps regardant, mais un jour peut-être. C'est l'immense attrait des mathématiques, c'est d'avoir transformé un jeu de hasard en croyance certaine. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Et c'est pas le seul ennui de nos vies en termes de croyances. Rappelez-vous le début de nos existences. Début de nos existences, nous avons cru à la princesse charmante ou au prince charmant. On y croit encore. Oui, aussi. Ça dure. Certaines fois, ça dure très 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 longtemps, oui. À tel point que certains arrivent à rendre leur âme à Dieu et à lui dire « Bon, Seigneur, c'est raté pour cette fois, mais pour la prochaine, fais un effort. » D'ailleurs, parlons du langage courant. Cette idée de rendre son âme à Dieu. Non, mais moi, je demande à savoir quand est-ce qu'il me l'a donné. Voyons. Parce que le problème métaphysique que je me pose, aïe. Même le chien, il s'angoisse. L'angoisse du chien devant la première prémisse d'Aristote. Waouh! Terrifiant, terrifiant. Quand Dieu m'a-t-il donné mon âme? Que je puisse l'y rendre. Parce que si je ne sais pas quand est-ce qu'il me l'a donné, pourquoi je le rendrais à quelqu'un qui... Hein? Si je lui rends cette âme, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas donné, mais prêté. Donc c'est juste un emprunt, peut-être à la naissance. Certes. Mais les prêts... Hypothéqués. Non, mais on y va, son âme, on y va. Hein? Sans compter qu'il me l'a peut-être prêté en espérant que je ne la lui rende pas. Et moi je fais comme les philosophes d'avant, je pense. Hein? Voyons la deuxième prémisse tant qu'on survit encore. Voyons un petit peu, vous vous rappelez ce hasard-là que j'ai dit? Je me demande, je me sors, je me suis mis, je me sentais pas bien, je me suis trompé. Comment voulez-vous que je survive en pensant comme ça? Bah oui, tous les jours. Pardon? On survit tous les jours avec ça. Oui, monsieur, mais survivons-nous bien? Oh, ça. Ça, c'est une autre affaire. Je crois que ça n'est pas systématique. C'est pas si simple parce que notre vocabulaire fonctionne sur un rythme de confusion permanent. Quand je parle du vocabulaire, non, c'est une mauvaise façon de parler. Je parle de la structure de notre langage. Confusion totale. Et ceci nous pose beaucoup de soucis. Alors, toujours avec son intelligence prodigieuse, Aristote s'est dit « Ah ouais, mais il y a une façon de voir encore plus clair qu'avant. » Avant, c'est-à-dire avant ça. Avant d'avoir dit ça. Et là, il nous sort le principe de non-contradiction. A n'est pas non A. C'est-à-dire que 1
ne peut pas être pas 1. Principe absolu des mathématiques aussi. Ça ne marche pas. Voilà. Rien ne peut à la fois être et ne pas être. Je vous donne un exemple. C'est impossible d'être à la fois fâché et dans son bain. Ah oui. Une application directe. C'est comme il n'est pas possible, si j'emploie cette logique, il n'est pas possible d'être à la fois blessé au front et au chemin des dames. Enfin, dans le temps, plus maintenant. Ben si, c'est possible. N'est-ce pas? On peut. On peut. Ah, on peut, oui. Même aux deux fronts, on peut. Et oui, parce que un autre de nos outils, terrible, les mots, voyez-vous, les mots. Ah, mais pour vous expliquer ça, il faut que nous repartions dans le langage courant. Quelqu'un peut-il me donner la définition de ce qu'est un dictionnaire? Définition. Oui, définition simple. Collection. À quoi sert un dictionnaire, quoi? Collection. Hmm? On y définit l'ensemble des mots connus d'une langue. Voilà. Vous-même, vous diriez quoi? Explication de diversité de mots. On y explique la diversité des mots. Oui. Il y a une grande variété, il y a beaucoup Oui. de mots, donc on explique le sens de chaque mot. Oui. Les mots, il y a un outil Non. qui résume une collection d'informations. Là, peut être sémantique, phonologique ou autre, mais oui. C'est le répertoire des langues, des mots utilisés de manière que tout le monde puisse se mettre d'accord sur leur sens. D'accord. Très bien. Vous écrivez leur sens au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Voilà la grosse différence. Mais monsieur est un homme instruit, monsieur est digne des philosophes. Si je pose à pratiquement n'importe qui, pas vous, mais à n'importe qui la question « qu'est-ce que c'est que le dictionnaire ?» Eh bien, c'est le bouquin que je prends pour trouver le sens des mots. C'est pas vrai du tout. Un dictionnaire, ça sert à trouver l'essence d'un seul mot, celui qui est marqué dans le bouquin. Il n'y a qu'un seul mot qui est défini avec une infinité de sens. Ce n'est pas le sens des mots, c'est le sens d'un mot. Beaucoup peut-être, mais l'essence d'un mot. Notre problème principal, dans la façon dont fonctionne notre langage courant, c'est que un seul mot peut servir à parler de n'importe quoi. Par exemple, Laura a amené un petit chien, ravissant d'ailleurs. Eh bien, il ne s'agit ni d'un chien de fusil, ni d'un chien de faïence. Tu ne l'as pas acheté à faïence? Ah bon. Ouf, parce que je ne prépare pas très bien mes conférences, alors je ne peux pas me mettre, vous voyez, d'accord avec les amis pour qu'ils puissent me renvoyer là. Voilà, voilà. Un autre de nos ennuis. Ceci s'appelle, voyez-vous, la multiordinalité des mots. Polysémie. Polysémie. Ah oui, non, mais ça c'est trop loin. C'est un pays beaucoup trop loin. Je ne connais pas, je n'y suis pas allé. La multiordinalité, un seul mot, est toujours fourni, sert à qualifier plusieurs ordres et niveaux de compréhension. Voilà. En politique, c'est flagrant. Pardon? En politique, c'est flagrant. On dit démocratie et
Tout le monde pense des choses différentes. Tout à fait. Il suffit d'un homme qui parle de la liberté, et les 40 000 qui sont là dans le vaste stade produisent 40 000 significations différentes du terme liberté. Mais tous applaudissent parce qu'ils sont d'accord, non pas avec ce que monsieur Machin a dit à la tribune, mais ils sont d'accord avec ce qu'ils ressentent. Je suis d'accord avec ce que je ressens. Oh, c'est fabuleux. Moi, je ressens un truc et je suis d'accord avec. C'est épatant. Sur une base comme ça, je n'ai pas besoin de l'univers pour être tranquille. Je me fais ma popote tout seul. Je me mets à table. Je me fais la discussion avec moi-même, avec lequel je suis généralement d'accord pour ne pas envenimer la discussion. Et ensuite, eh bien, je vais me coucher. Sous-entendu, je vais coucher moi, bien sûr. C'est bien fait, hein, le langage courant quand même. Donc nous avons droit à un langage qui ne marche pas du tout. Et oui, une proposition ne peut être vraie et fausse en même temps, ou à la fois. D'où ce qui est vrai n'est pas faux. Waouh! Bien pensé, ça. Ce qui est faux n'est pas vrai, youpi. Ce qui est bon n'est pas mauvais, ce qui est mauvais n'est pas bon. Très bien. Sauf que, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi ça m'arrive couramment de me mettre à table et de manger quelque chose que je ne trouve ni bon ni mauvais. Et je ne suis pas tout seul à me mettre à table tous les jours. Ça signifie que pour pratiquement toute l'humanité, cette règle-là est fausse. Seulement à partir de l'exemple que je peux prendre, que je viens de prendre. Le troisième, il est aussi sympa. Je vous rappelle que les mathématiciens de l'époque ne connaissaient pas la virgule après un zéro ou après n'importe quel nombre. C'était que des nombres entiers. Les Égyptiens utilisaient la base 1,5, pas la base 10 comme nous, ou la base 12 comme les Romains. Donc, à mon avis, ils avaient quand même une fractionnalisation qui leur permettait de... Bon, alors peut-être pas les Grecs, mais... Non, pas les Grecs en effet, parce que les Égyptiens qui avaient mis au point ce truc-là, c'était les comptables. Parce qu'ils avaient besoin, effectivement, d'être efficaces dans ce qu'ils avaient à faire. C'était compter. Voilà. Mais ça n'a jamais été la préoccupation des philosophes que de mettre en cohérence ce qu'ils disaient avec ce qui se passait. Jamais. Jamais, jamais. Et c'est pour ça que le principe du tiers exclu, il n'y a pas de milieu entre A et non-A, c'est faux très vite. Si j'appelle cette chaise A et cette chaise-là non-A, eh bien, il y a un juste milieu, messieurs, bravo. Là, je fais comme les philosophes. Là, je fais une application dans le réel, parce que vous êtes franchement réel, messieurs, bravo. Mais, encore que, je ne sais pas, mais je ne me hasarderai pas à supposer plus loin. Considérons que vous êtes réel. Il y a un verbe être dans ce que je viens de dire. Messieurs, est-ce que vous êtes réel? Monsieur dit oui. Ben, ça dépend. C'est un peu comme la pomme. Ah. Ceci n'est pas une pomme. Oui, oui. Vous n'êtes pas une pomme? Ça dépend. Ça dépend. Ah. Monsieur, parfois, peut être une pomme. Bon. Il peut y avoir l'image de la pomme qui est différente de la pomme. Oui. Alors pour ce qui est de l'homme, c'est différent aussi. Ça dépend de l'image qu'on donne. On va partir du principe que je considère monsieur comme réel, parce qu'il l'a dit lui-même. Vous, je ne sais pas. Je réserve, parce que ce que vous me dites étant très très compliqué, n'est-ce pas? Je me noie dans... Ça dépend de l'image.
Quelqu'un peut-il me prêter l'heure, s'il vous plaît? 9h05. 9h05? 21h07. 21h16. 7. Très bien, merci. Donc, merci. Je vous préviens que je ne vous infligerai plus aucun bavardage après 9h25. Pour une raison extrêmement simple qui tient à notre biologie globale, c'est que nous avons le plus grand mal à tenir notre attention en éveil correctement après 1h20 de bavardage assis. C'est une grande constante de nos organismes. Mais il y a des gens qui sont entraînés, monsieur, vous êtes un sportif de l'affaire, je le sens. Bien sûr, vous pouvez dépasser 1h20, bien sûr. Moi aussi, je l'ai fait, j'en paye maintenant les conséquences. Ah oui. Fatigue excessive, je vous passe le reste des pathologies, c'est terrifiant. Mais si on peut faire des économies, vous savez, contentons-nous d'1h20. Après tout, il me reste 3 conférences à faire d'ici le 31 décembre sur le même sujet. Donc, nous n'avons qu'effeuillé la Marguerite aujourd'hui, c'est pas grave. Effeuiller la Marguerite en parlant d'Aristote, je ne sais pas si c'est très convénient, mais c'est pas grave. Bien. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une proposition? Pardonnez-moi, j'ai employé un verbe être, ce qui est une redoutablement mauvaise idée. Qu'appelle-t-on une proposition? Faut regarder dans le dictionnaire. Pardon? Oui. Une proposition est un terme de linguiste. Je déclare, par exemple, je me sens plutôt bien ce soir avec vous, ici. Point. D'un certain point de vue, je peux appeler ce que je viens de dire une déclaration. Déclaration, étymologiquement, ça signifie que je sors de l'ombre, c'est-à-dire je sors du silence, une phrase par laquelle je déclare quelque chose. Déclarer, je rends clair quelque chose qui ne l'était pas avant que je parle. Donc cette jolie phrase que j'ai sortie peut s'appeler déclaration. Mais également, elle peut s'appeler, parce qu'il s'agit d'un autre niveau de compréhension, je peux appeler ça une proposition. Parce que je vous propose ma compréhension de ce qui se passe. Et vous pouvez me dire, oh ben non, parce que là on est obligé de rester assis à écouter un gars qui dit n'importe quoi à propos d'une antiquité invraisemblable. Non, je n'accepte pas, monsieur, votre proposition, point d'exclamation. Vous pouvez me rendre, ça constituera une proposition contraire. Voilà. Donc une proposition est soit vraie, soit fausse. Il y a aussi une proposition qui sollicite une avancée dans la prémisse, dans la première proposition. Par exemple, ce que vous disiez, moi, ça me rappelle des travaux d'un des maîtres de Freud qui était Sigmund Essner, qui parlait du Das Es et qui posait la question justement de se dire, on est dans l'absurdité de, par exemple, oui, je pense que la pensée, finalement, la problématique, elle est de se dire, quand moi qui vous parle, je dis à des amis d'ailleurs, ce que j'utilise, ils se pensent en moi, quelques neurones miens pensent à, je les observe et je suis d'accord. Il y a des gens qui me disent, mais ce que tu me dis là. Bon, en même temps, pour moi, c'est justement la sortie de schizophrénie dont vous parliez, parce que j'ai distingué ceux qui pensent de ceux qui jugent, ou observent du moins ceux qui pensent. Donc là, on est devant une proposition qui s'ajoute à votre proposition et qui ne la contredit pas. Excellente proposition. Je peux faire des propositions à propos des propositions des autres et faire ensuite des propositions pour invalider les propositions des autres qu'ils ont fait à mon propos. Position. Là aussi, c'est un petit peu compliqué notre langage courant, n'est-ce pas? Et notre principal problème, c'est écrit ici.
Aristote a décrit ces postulats comme régissant les lois de la pensée, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, alors qu'il s'agissait en réalité de principes applicables seulement aux mathématiques de l'époque. Autrement dit, il ne suffit pas d'être intellectuel pour être intelligent. Ben oui, mais il faut faire la différence. Les intellectuels ne la font pas, nous sommes d'accord, mais les intelligents, si. Cette belle logique d'Aristote, appelée également logique par opposition ou logique binaire, système ou bien, ou bien ici, est le fondement de la conception dualiste qui a structuré les langages, les modes de pensée et les comportements en Occident, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en fonction des mécanismes de pensée induits par ces trois principes. Ici, nous avons la clé de nos ennuis ordinaires. Le langage fonctionne avec notre pensée. Et notre pensée et notre langage déclenchent chez nous des comportements. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai eu le plaisir de saluer monsieur. Je parle, je fais du bruit avec ma bouche. Si quelqu'un ne parle pas le même langage que moi, il ne se passe rien. Mais je peux aussi parler le même langage et choisir de ne rien vouloir comprendre. Nous savons très très bien faire ça aussi. Enfin moi, vous je ne sais pas, excusez-moi messieurs, dames, mais moi je sais le faire. Non, je ne voudrais pas supposer dans l'absolu à la Platon, n'est-ce pas? Non. Voilà, c'est ça notre gros problème. Notre gros problème, c'est que le langage, notre langage courant, notre pensée ordinaire, la façon dont nous pensons sans les mots, et la façon dont nous pensons avec les mots, comme disait Wittgenstein, il appelait ça penser en esprit, parler en esprit. Quand vous dites la façon dont nous pensons, j'oserais aller plus loin, la façon dont ça pense en moi, sans moi. D'où le fait que je puisse avoir les absurdités que vous évoquiez, Oui. je puisse me réveiller en disant mais ça c'est moi qui pense ça, non, ça s'est pensé plus vite que moi et je suis pas d'accord. Oui, d'où l'invention en psychoanalyse du terme moi ça, moi-ça. Quand vous dites ça pense en moi. Mais moi ça est un autre moi que le moi dont vous parlez. Vous voyez la différence ? Le principe de trait d'union est pratique pour se servir des atmosphères verbales compliquées. Par exemple, là nous sommes en train de parler de moi ça pour qualifier ce qu'en sémantique générale on appelle l'organisme qui fonctionne comme un tout de façon autonome. Le seul truc qui ne fonctionne pas dans l'organisme comme un tout, c'est la conscience. La preuve, c'est que je peux dire que j'ai conscience de mon organisme comme un tout. Pas le même étage. Et un autre problème de langage courant, sur lequel on reviendra les fois prochaines, c'est... Ah mais vous allez me le dire, je suis venu pour apprendre ce soir. Monsieur, votre définition de la conscience, s'il vous plaît, il paraît que ça nous différencie des animaux. C'est le sentiment que nous avons de nous-mêmes. La conscience est le sentiment que vous avez de vous-même. C'est la conscience réflexive. Parce que j'ai conscience d'un objet, c'est pas moi-même. Je peux n'avoir pas conscience de moi-même, n'avoir conscience de l'objet. Donc il y a plusieurs degrés de conscience.
Monsieur, votre définition de la conscience? La vôtre, bien sûr. Celle en général, on s'en occupera plus tard. Il y a des tas de connotations. Il y a la bonne conscience. Il y a la quasi-science. Il y a donc une différence entre le ressenti et le su. Oui. Bon, puis je sais pas, c'est déjà pas mal. Il y a l'être, bon, il y a l'être aussi derrière. Il y a la conscience, voilà. La conscience de l'être. Voilà. Pardon? Si on n'existait pas, on ne pourrait pas être conscient. Parce que être. Il y a un verbe être. Conscient de ce qu'on est. Il y a un verbe être, plusieurs verbes être dans ce que vous venez de dire. Oui. Et c'est ennuyeux parce que, compte tenu de tout ce que nous avons vu ici, si nous entreprenons de réviser notre langage courant d'une façon correcte, il s'agit d'éliminer les verbes être, puisque ça fout un bordel pas possible, ça. Alors, messieurs, dames, nous allons conclure. Nous allons conclure sur un petit exercice que je vous demande de faire jusqu'à notre fois prochaine. Pas toi, Laura, parce que je pense que ça fatiguera ton chien. En Oui. chinois, il n'y a pas de verbe être. Si jamais il comprend ce que je dis, je pense qu'il ira pas bien. Donc tu lui dis de ne rien entendre. Essayez dans les semaines qui viennent, jusqu'à la prochaine fois, essayez de vous arrêter au moins à chaque fois que vous dites le verbe être. Écoutez ce que vous êtes en train de dire. Et demandez-vous, à vous-même, bien sûr, pas à quelqu'un d'autre, et demandez-vous qu'est-ce que l'autre comprend de ce que vous venez de dire avec un verbe être. Ça, c'est la première étape. Mais, en chinois, il n'y a pas de verbe être. Oui, mais ils ont des ennuis autrement. Si on dit rocher, je sais pas, je suis. Ils en ont d'autres. Non, Ils n'ont pas de... il y a un verbe, rocher, je suis. Rocher. Comme en japonais, watashi. C'est la même idée, je suis. Oui, Bon, donc ils ont aussi ça. Ils ont aussi ce problème. Les seuls qui ne se posent pas la question, enfin qui n'ont pas ce problème, c'est ceux qui ne se posent pas la question. À eux-mêmes, bien sûr. Mais tous ceux qui se la posent à eux-mêmes, la question, sont empoisonnés par le verbe être. Donc, Il ne faut pas se poser la question. Bravo. Je vous félicite, je suis arrivé à la même conclusion. Mais moi, j'ai arrêté complètement de me poser des questions à moi-même. Complètement. Parce que ça va bien. J'ai fini par croire, si vous voulez, que j'étais habité par Dieu. Bah attendez, je ne suis pas le seul, je l'ai dit depuis le début, il y a plein de gens qui se croient habités par Dieu. Mais moi, j'ai des raisons. Quand je me pose des questions, je ne me réponds jamais. C'est à ça que j'ai reconnu que j'étais habité par Dieu. Eh oui. Parce que Dieu ne me réponde jamais, je trouve ça normal. C'est s'il me répondait que ça m'inquiéterait. Parce que ça ne s'est jamais vu nulle part. Vous voyez ? Ça ne veut rien. peut-être qu'on ne sait pas interpréter la réponse. Si jamais je me demande, vais-je être heureux, soudainement je vois des oiseaux qui passent, peut-être que ça me dit... Vous me le refaites, que j'entende ? Si jamais je me demande, vais-je être heureux, et que des oiseaux à ce moment-là passent, peut-être que ma réponse sera de me dire, ce que j'appellerais Dieu me répond oui. Même si c'est subjectif en réalité, mais... De toute façon, comment... C'est pour ça que je trouve l'hypothèse de la réponse assez louche, voyez-vous, nettement. Voilà, donc faites ce petit exercice très simple. Chaque fois que vous entendez, que vous dites le verbe être, je vous recommande d'avoir un petit calepin sur vous avec un petit crayon et vous faites une petite barre 1 chaque fois que vous utilisez le verbe être.
Et puis, au bout de la semaine, vous comptez le nombre de verbes être que vous vous êtes entendu dire. Et là, vous pourrez vous dire, le principal moteur de confusion de mon existence, je l'ai employé depuis le début de la semaine, entre 400 et 500 fois. Faites l'expérience, c'est une statistique intéressante. Là, vous n'avez même pas entendu que j'ai dit « c'est une statistique intéressante ». Si, messieurs suivent. Bravo, bravo, messieurs. Bien, je vous remercie vivement d'avoir écouté mon soliloque de ce soir, mais je vous remercie d'avoir vivement participé. Et je vous souhaite le bonsoir en espérant ne vous avoir pas fatigué comme je le souhaitais. Didier, rendez-vous la prochaine fois, c'est quand la prochaine fois? Grosso modo, c'est aux alentours du 10 du mois prochain. D'accord. Que veut dire grosso modo dans votre phrase? Eh bien, c'était étymologiquement, ça veut dire le gros du milieu. Ah ben, Oui. j'ai très compris. Oui, c'est ça, le gros du milieu, ce qui d'ailleurs est justement entre A et non A. Voilà. Le gros du milieu, grosso modo, entre A et non A. Voilà, je pense que ça. Tu sais tout maintenant, c'est bon. Tu sais tout maintenant, c'est bon. Voilà. Messieurs, dames, bonne soirée. Merci.